Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 74 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus douloureuse et la plus libératrice de ma longue vie. Une histoire qui a commencé par les mots les plus cruels qu'un père puisse entendre de la bouche de son propre fils, mais qui s'est transformée en quelque chose d'extraordinaire que je n'aurais jamais imaginé possible à mon âge. Tout a basculé ce soir de novembre 2023, dans ma petite maison de Montreux, face au lac Léman. Les feuilles des vignobles de Lavaux avaient pris leur couleur dorée, et moi, comme chaque soir depuis la mort de ma chère Marguerite il y a 3 ans, j'étais assis dans mon fauteuil en cuir usé, regardant les lumières d'Évian scintiller de l'autre côté du lac. Mon fils Philippe, 45 ans, directeur d'une banque à Genève, était venu me rendre sa visite hebdomadaire obligatoire. Obligatoire, oui, c'est exactement le mot. Depuis que sa mère était partie, Philippe venait chaque dimanche, toujours pressé, toujours avec cette expression contrariée que je connaissais trop bien. Sa femme Sandrine restait dans la voiture avec les enfants, mes petits-enfants que je voyais à peine grandir derrière les vitres teintées de leur BMW. Ce soir-là, Philippe était particulièrement agité. Il avait reçu un appel de la banque, quelque chose d'urgent, et il n'arrêtait pas de regarder sa montre Rolex, celle que je lui avais offerte pour ses 40 ans avec mes économies de retraité. « Papa, il faut qu'on parle », avait-il commencé en se tenant debout devant moi, les mains dans les poches de son manteau Burberry. Sandrine et moi, on a discuté. Cette maison est trop grande pour toi maintenant. Et puis, tu ne rajeunis pas. On pense qu'il serait temps que tu ailles dans une résidence pour personnes âgées. Ces mots m'avaient frappé comme une gifle. Ma maison, celle que j'avais construite de mes propres mains dans les années 70, quand je travaillais encore comme charpentier. Celle où Marguerite et moi avions élevé Philippe, où nous avions fêté tous nos anniversaires de mariage, où elle avait rendu son dernier souffle dans mes bras. « Philippe » avais-je dit d'une voix tremblante, « cette maison, c'est ma vie. C'est ici que ta mère et moi. » Il m'avait coupé d'un geste impatient de la main. « Papa, sois réaliste. Tu as 74 ans. Tu pourrais tomber dans l'escalier, avoir un malaise. Et nous, on habite à Genève. On ne peut pas venir te surveiller tous les jours. »« Me surveiller » avais-je répété incrédule. « Philippe, je suis ton père, pas un prisonnier. » Son visage s'était durci. Il ressemblait de plus en plus à son grand-père paternel. Mon propre père, un homme froid qui n'avait jamais su dire « je t'aime » à ses enfants. « Écoute, papa, je vais être franc avec toi. On prend soin de toi par obligation, pas par amour. Maman est morte. C'est fini cette époque où on jouait la grande famille unie. Maintenant, c'est notre devoir de s'occuper de toi, point final. Alors facilite-nous la tâche et va dans cette résidence. C'est à Vevey, c'est propre, c'est bien tenu. » Ces mots, on prend soin de toi par obligation, pas par amour. Ils résonnent encore dans ma tête aujourd'hui, plusieurs mois après. Jamais, de toute ma vie, je n'avais ressenti une douleur aussi aiguë. C'était pire que lorsque j'avais perdu mes parents, pire que lorsque Marguerite avait rendu son dernier souffle. Parce que cette douleur-là venait de celui que j'aimais le plus au monde, celui pour qui j'avais sacrifié mes rêves de jeunesse, mes économies, mes week-ends. Je me souvenais encore de quand Philippe était petit. Quand il avait 6 ans et qu'il avait attrapé une pneumonie, j'étais resté 3 jours et 3 nuits à son chevet, à l'hôpital cantonal de Lausanne. Marguerite dormait sur une chaise, et moi je tenais sa petite main fiévreuse en lui chantant les vieilles chansons que ma grand-mère me chantait quand j'étais enfant. Je me souvenais de tous les matchs de football où j'allais l'encourager, même quand j'étais épuisé après mes journées de chantier. Je me souvenais de ses études à l'université de Saint-Gall, que j'avais payées en travaillant des heures supplémentaires et en renonçant aux vacances. Je me souvenais de son mariage, où j'avais prononcé un discours en pleurant de joie, fier de l'homme qu'il était devenu. Et voilà qu'aujourd'hui, ce même enfant, devenu homme, se tenait devant moi et me disait qu'il s'occupait de moi par obligation. Pas par amour, par obligation. « Philippe » avais-je murmuré, sentant mes yeux se remplir de larmes que je refusais de laisser couler devant lui. « Comment peux-tu dire une chose pareille ?» Il avait regardé sa montre encore une fois. « Papa,
Je n'ai pas le temps pour le mélo. Sandrine m'attend dans la voiture avec les enfants. On a promis de les emmener au cinéma. Tu signes les papiers de la résidence, oui ou non? J'avais regardé les documents qu'il avait sortis de sa sacoche en cuir. Résidence, les jardins du Léman, Vevey. Appartement pour personne seule, 3500 francs par mois. Mes économies s'envoleraient en moins de 2 ans. Et si je refuse? Avais-je demandé. Son regard s'était fait encore plus froid. Alors on demandera une mise sous tutelle. Tu as eu plusieurs malaises ces derniers mois. Le médecin pourra témoigner que tu n'es plus en état de prendre des décisions pour toi-même. C'était un mensonge éhonté. Je n'avais eu qu'un léger vertige en septembre, après avoir monté trop rapidement l'escalier de ma cave. Mais Philippe était banquier, il savait manier les mots et les lois. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur de père, non, quelque chose de plus profond. Ma confiance en l'humanité peut-être, ou alors ma naïveté de croire que l'amour paternel était réciproque par nature. Bon papa, tu décides quoi? Philippe pianotait nerveusement sur son téléphone. Sandrine vient de m'envoyer un message, les enfants s'impatientent. Mes petits-enfants. Emma, 8 ans, et Lucas, 5 ans. Est-ce qu'ils savaient que leur grand-père allait être envoyé dans une maison de retraite? Est-ce qu'ils s'en souciaient seulement? Je vais réfléchir, avais-je fini par dire. Philippe avait soupiré d'exaspération. Papa, tu as jusqu'à vendredi. Après, on prendra la décision pour toi. Il était parti sans même me serrer dans ses bras, sans un baiser sur la joue comme le faisait toujours Marguerite quand elle sortait, ne serait-ce que pour aller acheter le pain. J'avais entendu le moteur de sa BMW ronronner dans l'allée, puis le silence était retombé sur ma maison. Ce silence, il n'avait jamais été aussi lourd. Marguerite avait l'habitude de dire que notre maison chantait toujours avec les bruits de la cuisine, la télévision, nos conversations. Mais ce soir-là, elle était devenue un tombeau. Je m'étais levé péniblement de mon fauteuil. Mes articulations me faisaient plus mal que d'habitude, sans doute à cause du choc émotionnel, et j'étais allé à la fenêtre. Le lac était calme. Les montagnes des Alpes vaudoises se dessinaient en silhouette sombre contre le ciel étoilé. Combien de soirs avais-je contemplé ce paysage avec Marguerite? Combien de projets avions-nous faits, assis sur cette terrasse que j'avais construite, planche par planche? Marguerite, avais-je murmuré dans le vide. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce qu'on s'est trompé avec Philippe? Mais Marguerite ne pouvait plus me répondre, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai vraiment réalisé que j'étais seul, complètement seul, avec un fils qui me considérait comme un fardeau et des petits-enfants qui ne me connaissaient même pas vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté assis dans mon fauteuil, à ressasser les paroles de Philippe, à me demander comment j'en étais arrivé là. Comment un homme qui avait consacré sa vie à sa famille pouvait se retrouver si seul, si inutile, si jetable. C'est vers 5 heures du matin, quand les premières lueurs de l'aube ont commencé à caresser les eaux du lac Léman, que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Une décision qui allait non seulement changer mon destin, mais aussi prouver à mon fils, et surtout à moi-même, qu'à 74 ans, un homme peut encore surprendre le monde entier. Je me suis levé, j'ai pris une douche chaude, j'ai enfilé mon plus beau costume, celui que je portais aux grandes occasions du temps de Marguerite, et je suis sorti de ma maison. Direction, le centre-ville de Montreux. Mais ce que j'allais faire là-bas, personne ne pouvait l'imaginer. Pas même moi, à vrai dire. Je savais juste qu'il était temps d'arrêter de subir ma vie et de commencer à la vivre. Pour de vrai cette fois. En marchant vers le centre de Montreux ce matin-là, mes pas résonnaient différemment sur les pavés de la rue du Marché. Il y avait quelque chose de nouveau en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, le boulanger François, que je connaissais depuis 20 ans, m'a salué d'un geste de la main. « Bonjour Henri, vous êtes bien matinal aujourd'hui. »« Bonjour François », lui avais-je répondu avec un sourire que je ne m'étais pas senti capable de faire depuis longtemps. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas?
Il avait ri, sans savoir à quel point ces mots étaient prophétiques. Ma destination était claire, l'office du tourisme de Montreux, sur la Grand Place. Mais pas pour demander des brochures touristiques. Non, mon plan était bien plus audacieux que cela. Vous voyez, pendant toutes ces heures d'insomnie, j'avais repensé à ma vie, aux rêves que j'avais abandonnés pour Philippe et Marguerite. J'avais toujours voulu voyager, découvrir le monde au-delà des frontières de la Suisse. Marguerite et moi, on en parlait souvent. Quand Philippe sera installé, quand on aura plus de temps, on ira voir les temples du Japon, les fjords de Norvège, les plages de Thaïlande. Mais Philippe avait toujours eu besoin de quelque chose. Ses études, son premier emploi où il fallait l'aider à s'installer, son mariage où il fallait contribuer financièrement, l'achat de sa maison où il avait fallu se porter garant. Et puis, Marguerite était tombée malade et nos rêves de voyage s'étaient définitivement envolés. Maintenant, à 74 ans, avec mes économies qui allaient partir dans cette résidence dont je ne voulais pas, avec un fils qui me considérait comme un fardeau, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Si je ne vivais pas maintenant, je ne vivrais jamais. L'office du tourisme venait d'ouvrir quand je suis arrivé. La réceptionniste, une jeune femme blonde d'une trentaine d'années, m'a accueilli avec le sourire commercial habituel. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ? » ?»« Bonjour mademoiselle. Je voudrais partir en voyage, un long voyage. » Elle avait sorti ses brochures habituelles. « Bien sûr, vous pensez à quoi ? Une croisière sur le Rhin ? Un séjour en Toscane ? Nous avons de très belles offres pour les seniors. »« Non, avais-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je veux faire le tour du monde. » Elle avait cligné des yeux, surprise. « Le tour du monde ?»« Exactement. Je veux voir l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique. Je veux tout voir avant de mourir. » La jeune femme, son badge indiquait Céline, avait posé ses brochures, visiblement déstabilisée. « Monsieur, pardonnez-moi, mais quel âge avez-vous ?»« 74 ans. Et alors ? Eh bien, c'est que un tour du monde, c'est assez physique. Il faut prendre beaucoup d'avions, marcher, porter des bagages. » J'avais senti la colère monter en moi. Encore quelqu'un qui me considérait comme un vieillard incapable. « Mademoiselle, j'ai travaillé sur les chantiers pendant 40 ans. J'ai construit des maisons, des ponts, des chalets en montagne. Je pense que je peux encore porter une valise et monter dans un avion. » Elle avait rougi, gênée. « Pardon, je ne voulais pas. C'est juste que nous n'avons pas l'habitude de ce genre de demande pour des personnes de votre âge. » Eh bien, il faut s'habituer. Parce que les personnes de mon âge, comme vous dites, on a encore des choses à vivre. Céline avait fini par sourire, cette fois d'un vrai sourire, pas commercial. « Vous avez raison, monsieur. Vous savez quoi ? Je vais appeler ma collègue spécialisée dans les voyages longue distance. Elle va pouvoir vous aider. » 1 heure plus tard, j'étais assis face à Marie-Claire Perret, une femme d'une 50aine d'années qui dirigeait l'agence de voyage Horizon sans limite, à Vevey. Céline m'avait donné son numéro en me disant qu'elle était la meilleure pour les projets fous. « Alors, monsieur Dubois, » avait dit Marie-Claire en étalant une carte du monde sur son bureau, « vous voulez vraiment faire le tour du monde ? Vraiment ? Quel budget ? » J'avais sorti mes relevés de banque. J'ai 180 000 francs d'économie. C'est tout ce que j'ai. Marie-Claire avait étudié les chiffres. C'est largement suffisant pour un tour du monde de qualité, même en restant absent 1 an ou plus. Vous voulez partir combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Et votre famille ? Ils sont au courant de votre projet ? J'avais hésité un moment, puis j'avais pensé aux mots de Philippe. On prend soin de toi par obligation, pas par amour. Ma famille se fiche de moi, avais-je dit simplement. Ils ne s'en rendront même pas compte. Marie-Claire avait plissé les yeux comme si elle lisait entre les lignes. « Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question indiscrète ? Allez-y. Ce voyage, c'est pour fuir quelque chose ou pour aller vers quelque chose. » Cette femme était perspicace. J'ai réfléchi à sa question. Les deux, je crois. Je fuis la solitude et l'indifférence. Et je vais vers la vie que j'ai toujours voulu vivre. Elle avait hoché la tête, compréhensive. J'ai eu d'autres clients dans votre situation.
Des gens qui avaient consacré leur vie aux autres et qui se retrouvaient seuls au bout du chemin. Vous savez ce qui les rendait heureux? Non, quoi? De découvrir qu'ils étaient incapables de bien plus de choses qu'ils ne le pensaient. À votre âge, on a une liberté que les jeunes n'ont pas. On n'a plus rien à prouver à personne, sauf à soi-même. Ces mots m'avaient touché droit au cœur. Marie-Claire avait continué. Je vais vous préparer un itinéraire extraordinaire. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux que vous me promettiez de tenir un journal de voyage. Pas pour moi, pour vous. Pour vous souvenir de chaque moment, de chaque émotion, de chaque rencontre. Parce que ce voyage va vous changer, monsieur Dubois, et je veux que vous en gardiez une trace. J'avais accepté sans hésiter. Nous avons passé l'après-midi entier à planifier mon périple. Première étape, Tokyo, au Japon. Puis la Thaïlande, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Fidji, la Californie, New York, l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Brésil, puis l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, et enfin retour en Europe par la Grèce et l'Italie. 15 pays en 10 mois, avait résumé Marie-Claire. Ça vous va? C'est parfait. Départ dans une semaine, le temps d'organiser les visas et les vaccinations. Une semaine. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Dans une semaine, je serai dans un avion pour Tokyo. Moi, Henri Dubois, 74 ans, qui n'était jamais sorti de Suisse, sauf pour quelques escapades en France voisine. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé 3 messages sur mon répondeur. 3 fois la voix de Philippe. « Papa, rappelle-moi, il faut qu'on finalise pour la résidence. » Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à écrire « Mon cher Philippe, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin, très loin. Tes mots d'hier soir m'ont fait comprendre quelque chose d'important. Si tu t'occupes de moi par obligation et non par amour, alors tu n'as plus d'obligation envers moi. Je pars faire le tour du monde. Avec mes économies, celles que tu voulais voir partir dans cette résidence. Je vais enfin vivre les rêves que j'ai sacrifiés pour toi et ta mère. Tu m'as dit que je ne rajeunissais pas. Tu as raison. C'est exactement pour ça que je pars maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La maison restera fermée. Le voisin, monsieur Bertrand, a les clés en cas d'urgence. Ne me cherche pas, ne t'inquiète pas pour moi. Profite de ta liberté, maintenant que tu n'as plus à t'occuper de ton vieux père par obligation. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que l'amour ne se commande pas, mais qu'il se cultive. Et que parfois, il faut savoir partir pour se retrouver. Ton père qui t'aime malgré tout, Henri. En écrivant ces mots, je pleurais. Mais c'était des larmes différentes de celles de la veille. Des larmes de libération, de peur aussi, mais surtout d'excitation. À 74 ans, j'allais enfin vivre ma vraie vie. Vous savez, mes chers amis qui m'écoutez, je me rends compte que beaucoup d'entre vous vivent peut-être la même chose que moi. Cette sensation d'être devenus invisibles pour nos propres enfants, de n'être plus que des obligations sur leur liste de choses à faire. Alors j'aimerais vous demander quelque chose du fond de mon cœur. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Fermez les yeux un instant et repensez à vos rêves, ceux que vous avez mis de côté pour les autres. Ils sont toujours là, n'est-ce pas? Ils vous attendent. Moi, à 74 ans, j'ai décidé de ne plus attendre. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Dites-le moi dans les commentaires. Quels sont ces rêves que vous avez abandonnés? Parce que croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour les rattraper. Et si mon histoire vous touche, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous, les seniors, on doit se serrer les coudes. On doit se rappeler les uns aux autres qu'on a encore tant de choses à vivre. Le matin de mon départ, j'ai glissé la lettre sous la porte de Philippe et je suis parti sans me retourner. Ma valise n'était pas très lourde. Quelques vêtements, mes médicaments pour l'hypertension et surtout le carnet en cuir que m'avait offert Marie-Claire pour tenir mon journal de voyage. L'aéroport de Genève était bondé ce matin-là de novembre. En arrivant au comptoir d'enregistrement, l'hôtesse m'a regardé avec surprise quand elle a vu ma destination. Tokyo. Vous voyagez seul, monsieur Dubois? Oui, et c'est très bien comme ça. C'est votre premier voyage au Japon? C'est mon premier voyage tout court, avais-je répondu avec un sourire.
Elle m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Bon voyage alors et prenez soin de vous. » Dans l'avion, assis à côté du hublot, j'ai regardé la Suisse rapetisser sous mes pieds. Mes montagnes, mon lac Léman, ma vie entière qui devenait de plus en plus petite. Au lieu de me rendre nostalgique, cette vision m'a libéré. Pour la première fois depuis des années, j'allais vers l'inconnu. Et c'était grisant. Le vol jusqu'à Tokyo a duré 12 heures. 12 heures pendant lesquelles j'ai eu le temps de réfléchir, de douter aussi. Qu'est-ce que je faisais là, à 74 ans, seul dans cet avion rempli de voyageurs d'affaires et de jeunes routards? Est-ce que j'étais en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie? Et puis, j'ai repensé aux mots de Philippe. On prend soin de toi par obligation, pas par amour. Non, je ne faisais pas une bêtise. Je me sauvais. L'arrivée à l'aéroport de Narita a été un choc. Les panneaux en japonais, les annonces incompréhensibles, la foule, les uniformes impeccables du personnel. J'étais sur une autre planète et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivant. Mon hôtel était situé dans le quartier d'Asakusa, près du temple Sansoji, un petit établissement traditionnel que Marie-Claire avait choisi spécialement pour moi. Pour commencer en douceur, avait-elle dit. La propriétaire, Madame Tanaka, une femme d'environ 60 ans, m'a accueilli avec une révérence. Elle ne parlait que quelques mots d'anglais, et moi je ne connaissais que arigato et sayonara. Mais son sourire était universel. « Welcome, Dubois-san », avait-elle dit en s'inclinant. « Dubois-san », ça sonnait bien. En Suisse, j'étais devenu le pauvre Henri dont le fils n'a pas le temps, ou le veuf qui traîne ses savates dans sa trop grande maison. Ici, j'étais Dubois-san, quelqu'un de respectable. Ma chambre était minuscule mais parfaitement organisée. Un futon, une petite table basse, une fenêtre qui donnait sur une ruelle traditionnelle. C'était 1000 fois plus petit que ma maison de Montreux, mais curieusement, je me sentais moins seul qu'à la maison. Le premier soir, j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit « Premier jour à Tokyo. Je suis épuisé mais vivant. Vraiment vivant. J'ai 74 ans et je découvre que le monde est immense. Comment ai-je pu passer tant d'années enfermé dans ma routine suisse? Le lendemain matin, Madame Tanaka m'a préparé un petit déjeuner traditionnel. Riz, soupe miso, poisson grillé, légumes marinés. En voyant ma grimace devant ce menu si différent de mes tartines au beurre habituelles, elle a ri. Dubois-san, try, is good for health. J'ai tout goûté, et vous savez quoi? C'était délicieux, différent, mais délicieux. C'était un peu l'image de ce que j'étais en train de vivre. Différent de ce que j'avais toujours connu, mais finalement très bon. Après le petit déjeuner, je suis parti explorer le quartier. Marcher dans les rues d'Asakusa, c'était comme pénétrer dans un livre d'images. Les temples avec leurs toits courbes, les marchands de rue qui vendaient des taiyaki, des gâteaux en forme de poisson, les vieilles dames en kimono qui faisaient leurs courses. En arrivant devant le temple Sansoji, j'ai été ému aux larmes. Pas par la beauté du lieu, bien que ce soit magnifique, mais par le fait d'être là. Moi, Henri Dubois, fils de fermier vaudois, devant un temple bouddhiste de 1400 ans. À 74 ans, j'accomplissais enfin un de mes rêves d'adolescent. J'ai acheté un omamori, un petit porte-bonheur, et j'ai fait une prière. Pas à Bouddha, je suis resté catholique, mais à Marguerite. Ma chérie, tu vois, j'y suis arrivé. Je voyage enfin. J'espère que tu m'approuves. Les jours suivants, j'ai visité Tokyo avec l'énergie d'un jeune homme. Le marché aux poissons de Tsukiji, où j'ai mangé les meilleurs sushis de ma vie. Le quartier ultra-moderne de Shibuya, où j'ai été impressionné par le fameux passage piéton, les jardins impériaux, où j'ai retrouvé un peu de la sérénité des paysages suisses. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les gens. Contrairement aux clichés sur la froideur japonaise, j'ai rencontré une gentillesse extraordinaire. Quand je me perdais, ce qui arrivait souvent, il y avait toujours quelqu'un pour m'aider, même sans parler ma langue. Un après-midi, dans le métro, j'ai fait la connaissance de Hiroshi, un retraité japonais de 78 ans.
Il revenait de visiter ses petits-enfants et parlait un anglais approximatif mais compréhensible. « You travel alone ?» m'avait-il demandé en me voyant consulter mon plan de métro. « Yes, I travel around the world », avais-je répondu avec fierté. Ses yeux s'étaient écarquillés. « Around the world, at your age, sugoi, incroyable. And you see your grandchildren often ?» Son visage s'était assombri. « Not often. They busy. Work, school, friends. Old people not priority in Japan too. » Cette conversation m'avait bouleversé. Hiroshi vivait la même chose que moi. Ses enfants, pris dans le tourbillon de la vie moderne, n'avaient plus de temps pour leur père vieillissant. C'était un phénomène universel, pas seulement suisse. « What you do ?» avais-je demandé. « I learn pottery », avait-il répondu en mimant le geste du potier. « At 78 years, I discover I have hands for create beautiful things. Before I was salaryman, always busy. Now, I create. » En descendant du métro, Hiroshi m'avait donné sa carte de visite avec l'adresse de son atelier de poterie. « If you want try, come tomorrow. I teach you. » Le lendemain, je me suis retrouvé dans un petit atelier de quartier, les mains dans l'argile, à essayer de façonner quelque chose qui ressemblait vaguement à un bol. Hiroshi était patient, me montrant les gestes avec la sérénité de quelqu'un qui avait trouvé sa voie tardivement. « Du bois sans ?» m'avait-il dit en corrigeant la position de mes mains. « At our age, we have gift, time. Young people always hurry. We can take time to feel clay, to understand patience. » Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, j'étais dans l'instant présent, pas en train de ruminer le passé ou d'angoisser sur l'avenir. Juste là, avec mes mains dans l'argile, créant quelque chose de nouveau. Ce bol raté que j'ai façonné ce jour-là, je l'ai encore. Il trône sur ma table de nuit et chaque matin, en le voyant, je me souviens de cette leçon de patience que m'a donnée Hiroshi. Nous avons passé l'après-midi entier ensemble. Il m'a raconté sa vie. 40 ans comme comptable dans une grande entreprise, une épouse décédée 5 ans plus tôt, 2 enfants qui habitaient loin et ne donnaient de nouvelles qu'aux fêtes traditionnelles. « When my wife die », m'avait-il confié, « I think my life finish. I wait to die too. But then I think Keiko would not want me wait. She would want me live. So I choose life differently. » Ces mots m'ont marqué. Keiko, sa femme, comme Marguerite, aurait voulu qu'il vive. Vraiment vive, pas qu'il survive. Le soir, dans ma chambre, j'ai écrit dans mon carnet « 7e jour à Tokyo. J'ai rencontré Hiroshi aujourd'hui, un homme de 78 ans qui a recommencé sa vie à zéro après la mort de sa femme. Il m'a appris que la solitude n'est pas une fatalité, mais parfois une opportunité de se redécouvrir. Je commence à comprendre que ce voyage n'est pas une fuite, c'est une renaissance. La veille de mon départ pour la Thaïlande, Hiroshi est venu me dire au revoir à l'hôtel. Il m'a offert un petit bol qu'il avait fait lui-même, parfait et délicat. « For remember Japan », avait-il dit, « and for remember, we never too old for begin again ». Nous nous sommes serrés la main longuement. 2 vieux hommes qui avaient retrouvé, l'espace d'une semaine, une amitié au-delà des barrières linguistiques et culturelles. « Hiroshi-san », avais-je dit en tentant quelques mots de japonais appris durant mon séjour. « Arigato gozaimasu, tomodachi ». « Merci beaucoup, ami. » Il a souri, les larmes aux yeux. « Hey tomodachi, good travel Dubois-san. » Dans l'avion pour Bangkok, en tenant le bol de Hiroshi dans mes mains, je me suis rendu compte que quelque chose avait changé en moi. La colère contre Philippe s'était transformée. Ce n'était plus de la rancœur, mais une forme de pitié. Mon fils ne savait pas ce qu'il ratait en considérant son père comme un fardeau. Il ne savait pas qu'à 74 ans, on pouvait encore apprendre, créer, découvrir, aimer. Moi, en une semaine au Japon, j'avais appris plus sur moi-même qu'en 10 ans de routine suisse. J'avais découvert que j'étais capable d'adaptation, de curiosité, d'ouverture. J'avais découvert que la vieillesse n'était pas synonyme d'immobilisme.
En regardant les nuages défiler sous l'avion, je me suis dit que Philippe n'était peut-être pas le seul responsable de notre relation distante. Peut-être que moi aussi, j'avais accepté trop facilement le rôle du vieux père encombrant. Peut-être qu'en partant, je n'étais pas en train de le punir, mais de nous libérer tous les deux. La Thaïlande m'attendait, puis l'Inde, l'Australie et tant d'autres pays. J'avais encore 9 mois de voyage devant moi, 9 mois pour continuer à me redécouvrir. Et qui sait, peut-être qu'à mon retour, Philippe et moi aurions tous les deux changé. Peut-être qu'il verrait enfin en moi non plus un fardeau, mais un père qui avait su rester vivant jusqu'au bout. En tout cas, une chose était sûre, Henri Dubois était de retour. Pas le Henri résigné et invisible des dernières années, mais le vrai Henri, celui qui avait des rêves et le courage de les réaliser. La Thaïlande m'a accueilli avec une chaleur écrasante et des parfums inconnus. En sortant de l'aéroport de Bangkok, j'ai été submergé par un mélange d'odeurs épicées, de fumée d'encens et de pollution urbaine. Mais contrairement à Tokyo où j'étais arrivé inquiet et hésitant, ici, j'étais impatient de découvrir. Mon hôtel se trouvait près du Grand Palais, dans le vieux Bangkok. Un établissement familial tenu par Somchai, un homme d'une 50aine d'années qui parlait un français approximatif mais enthousiaste. « Monsieur Henri, bienvenue en Thaïlande. Vous venez de Suisse, oui? Très beau pays, beaucoup d'argent, » avait-il dit en riant. « Pas tant que ça, » avais-je répondu en pensant à mes économies qui fondaient à vue d'œil. « Mais assez pour voyager. C'est très bien. À votre âge, il faut profiter. Mes parents, ils ont 80 ans. Ils restent toujours village. Ils comprennent pas pourquoi vous voyagez seul. » Cette remarque m'a fait réfléchir. Effectivement, pourquoi est-ce que je voyageais seul? Pendant 40 ans de mariage, j'avais toujours pensé le voyage à deux, avec Marguerite. L'idée de partir seul ne m'était jamais venue à l'esprit. Et pourtant, maintenant que j'expérimentais cette solitude choisie, je découvrais qu'elle avait ses avantages. Seul, j'allais à mon rythme. Je pouvais passer des heures à contempler un temple sans avoir à me justifier ou décider impulsivement de changer d'itinéraire. Seul, j'étais plus ouvert aux rencontres, plus réceptif aux surprises. À Bangkok, j'ai visité le Wat Pho avec ses bouddhas couchés dorés, le marché flottant de Dam Noen Saduak où j'ai mangé des fruits inconnus, et le quartier de Khao San Road où j'ai côtoyé des jeunes routards du monde entier. C'est d'ailleurs là que j'ai fait une rencontre surprenante. Assise à la terrasse d'un petit restaurant, en train de lutter avec des baguettes pour manger mon pad thai, j'ai entendu une voix familière dire en français « Excusez-moi, vous ne seriez pas suisse par hasard ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme d'une 30aine d'années, sac à dos, appareil photo autour du cou, sourire éclatant. « Si, comment vous le savez ?»« Votre façon de tenir les baguettes » avait-elle dit en riant. « Je m'appelle Sophie, je suis de Lausanne. Et vous me rappelez mon grand-père, même expression concentrée quand il essayait de manger des sushis. » Sophie était professeure d'histoire en année sabbatique. Elle voyageait seule depuis 6 mois à travers l'Asie. Nous avons partagé notre repas et nos histoires. « C'est incroyable, m'avait-elle dit. À votre âge, faire le tour du monde. Moi, j'ai 32 ans et mes parents trouvent déjà que je suis inconsciente de voyager seule. Et vous, vous trouvez que je suis fou? Fou? Non, inspirant. Mon grand-père, il a 78 ans et depuis que ma grand-mère est morte, il ne sort plus de chez lui. Il dit qu'il est trop vieux pour tout. Si je lui racontais qu'un homme de votre âge fait le tour du monde... » Cette conversation m'a fait du bien. Sophie me regardait avec admiration, pas avec pitié ou inquiétude comme la plupart des gens de mon âge. Pour elle, j'étais un héros, pas un vieillard imprudent. « Vous savez quoi ?» avait-elle ajouté. « Je pars demain pour Chiang Mai, dans le nord. Ça vous dit de faire la route ensemble? J'ai loué une voiture avec chauffeur. » J'ai accepté sans hésiter. Finalement, voyager seul ne voulait pas dire refuser la compagnie. Le voyage vers Chiang Mai a été mémorable. Sophie et moi avons parlé de tout, de ses recherches sur l'histoire des migrations asiatiques, de ma carrière de charpentier,
de nos visions respectives de la vie. Elle m'a raconté ses doutes sur son avenir professionnel. Moi, je lui ai parlé de ma déception avec Philippe. « Vous savez, monsieur Henry, » m'avait-elle dit en regardant défiler les rizières par la fenêtre, « je pense que votre fils a peur. » Peur de quoi? Peur de vieillir. En vous regardant décliner, il voit son propre avenir. C'est plus facile de vous mettre dans une case « personne âgée » que d'accepter que lui aussi vieillira un jour. Cette analyse m'a surpris par sa justesse. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Philippe, qui avait toujours eu peur de tout, des araignées quand il était petit, de l'échec scolaire à l'adolescence, du chômage à l'âge adulte, avait peut-être tout simplement peur de la vieillesse. À Chiang Mai, Sophie et moi avons visité les temples de montagne, participé à un cours de cuisine thaïlandaise, où j'ai découvert que j'avais des talents culinaires insoupçonnés, et fait une randonnée d'une journée dans la jungle. Cette randonnée, je m'en souviendrai toute ma vie. Notre guide, un jeune Thaïlandais appelé Niran, nous a menés à travers des sentiers escarpés, des ponts de bambou, des cascades rafraîchissantes. À 74 ans, j'ai tenu le rythme. Mes genoux ont protesté, mon dos a gémi, mais j'ai tenu. « Monsieur Henry ?» m'avait dit Sophie en s'arrêtant près d'une cascade. « Vous êtes plus en forme que la moitié de mes étudiants. » En me regardant dans l'eau claire de la cascade, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais plus. Bronzé par le soleil asiatique, les yeux brillants d'excitation, le sourire authentique. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu sourire comme ça. Niran nous a menés visiter un village de montagne où vivait sa grand-mère, une femme de 85 ans qui cultivait encore ses légumes et tissait ses propres vêtements. Grand-mère dire, avait traduit Niran après une conversation animée en thaï, que monsieur beaucoup brave pour voyager seul à son âge. Elle dire que les anciens de son village, ils restent assis et attendent la mort. Mais monsieur, il court après la vie. Courir après la vie. Cette expression m'a bouleversé. C'était exactement ça. Pendant 3 ans, depuis la mort de Marguerite, j'avais attendu la mort, assis dans mon fauteuil face au lac Léman. Maintenant, je courais après la vie. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel à Chiang Mai, j'ai écrit dans mon carnet « 15e jour de voyage. Je suis dans les montagnes du nord de la Thaïlande. Aujourd'hui, une femme de 85 ans m'a dit que je courais après la vie. J'ai réalisé que c'était vrai. Pendant des années, j'ai marché au ralenti, comme si j'avais peur d'user mes dernières forces. Maintenant, je cours, et mes jambes de 74 ans suivent le mouvement. Après Chiang Mai, Sophie et moi nous sommes séparés. Elle partait pour le Cambodge, moi pour l'Inde. En nous disant au revoir à l'aéroport, elle m'a serré fort dans ses bras. « Monsieur Henry, vous m'avez appris quelque chose d'important, que l'âge, c'est juste un chiffre. Continuez à courir après la vie, d'accord? Et vous, Sophie, n'ayez pas peur de vos doutes. À votre âge, avoir des questions, c'est normal. À mon âge, avoir des réponses, c'est suspect. » Elle a ri. « Je raconterai votre histoire à mon grand-père. Peut-être qu'il sortira enfin de chez lui. L'Inde. Comment décrire l'Inde? L'assaut des sens dès la sortie de l'avion à Delhi. Les couleurs, les odeurs, les sons, la foule, le chaos organisé. À 74 ans, j'ai plongé dans ce maelstrom sans me noyer. J'ai visité le Taj Mahal au lever du soleil, seul parmi des centaines de touristes, et j'ai pleuré devant cette merveille. Pas de nostalgie, mais d'émerveillement pur. J'étais là, Henri Dubois de Montreux, devant le Taj Mahal. À 74 ans, je réalisais un rêve d'adolescent. À Varanasi, la ville sainte sur les bords du Gange, j'ai assisté aux cérémonies religieuses du soir. Voir ces familles venir brûler leurs morts sur les ghats m'a fait réfléchir sur ma propre mortalité. Mais au lieu de m'attrister, ça m'a rassuré. La mort fait partie de la vie, et tant qu'on est vivant, autant l'être pleinement. C'est à Varanasi que j'ai reçu le premier message de Philippe, un SMS laconique. « Papa, où es-tu? Réponds s'il te plaît. » J'ai regardé ce message longtemps, puis j'ai répondu « Je vis, Philippe, vraiment, ne t'inquiète pas. » Il n'a pas répondu, mais ça ne m'a pas attristé.
Pour la première fois depuis longtemps, j'avais plus important à faire que d'attendre l'attention de mon fils. L'Australie m'a offert un choc culturel différent. Après l'intensité spirituelle de l'Inde, me retrouver à Sydney était comme atterrir sur une autre planète. Une planète où l'on parlait anglais, où les gens souriaient facilement, où la mer était d'un bleu éclatant que je n'avais jamais vu, même sur le lac Léman. Mon hôtel donnait sur Circular Quay, face à l'Opéra de Sydney. Chaque matin, en prenant mon petit déjeuner sur la terrasse, je contemplais cette architecture futuriste en me disant que décidément, le monde était plein de merveilles que je n'avais jamais soupçonnées. C'est à Sydney que j'ai fait la rencontre qui allait le plus me marquer de tout mon voyage. Elle s'appelait Margaret, elle avait 71 ans, et comme moi, elle voyageait seule. Nous nous sommes croisés dans la file d'attente pour monter dans l'opéra, et j'ai été frappé par sa vivacité, son sourire radieux, sa façon de regarder le monde avec curiosité. « Vous n'êtes pas d'ici ?» m'avait-elle dit avec un accent australien chantant. « Laissez-moi deviner, européen mais pas anglais. Français? Non. Suisse? Comment avez-vous deviné? Vos chaussures de marche. Seuls les Suisses portent des chaussures aussi pratiques en voyage. » avait-elle ri. Je m'appelle Margaret. Margaret O'Sullivan, australienne de Melbourne, mais en escapade à Sydney. Margaret était veuve depuis 8 ans. Ancienne infirmière, elle avait élevé 4 enfants, tous maintenant installés aux 4 coins de l'Australie. Et depuis 5 ans, elle voyageait. Pas le tour du monde comme moi, mais des voyages réguliers, seule, pour découvrir son propre pays et les pays voisins. « Mes enfants pensent que je suis folle », m'avait-elle confié en visitant l'opéra. « Ils voudraient que je reste sagement dans ma maison de Melbourne, que je garde leurs enfants le week-end, que je tricote des pulls pour tout le monde. Mais j'ai 71 ans, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent de côté. Pourquoi je ne profiterais pas ?» Son histoire résonnait avec la mienne. Margaret aussi avait consacré sa vie aux autres, ses patients, son mari, ses enfants. Et quand elle s'était retrouvée seule, elle avait fait le choix de vivre pour elle. « Vous savez ce qui m'a décidé ?» m'avait-elle dit alors que nous marchions sur le Harbour Bridge. Le jour où ma fille aînée, Karen, m'a dit « Maman, tu ne peux pas rester toute seule dans cette grande maison. Vends-la et viens habiter près de chez nous. Comme ça, on pourra s'occuper de toi. » S'occuper de moi, comme si j'étais déjà à moitié morte. J'ai frissonné en entendant ces mots. C'était exactement ce que Philippe m'avait dit, avec d'autres termes. « Et qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai vendu la maison, effectivement, mais au lieu d'acheter près de Karen, j'ai acheté un petit appartement avec vue sur la baie de Melbourne et j'ai mis le reste de l'argent sur un compte voyage. Mes enfants ont été furieux au début. Et maintenant ? Margaret a souri, ce sourire radieux qui illuminait tout son visage. Maintenant, ils sont fiers de moi. Karen me dit que je suis son héroïne. Mes petits-enfants racontent à leurs copains que leur grand-mère a fait du rafting en Nouvelle-Zélande et de la plongée en Thaïlande. Je suis devenue la grand-mère cool. Cette conversation m'a bouleversé. Margaret avait transformé la déception de ses enfants en fierté. Elle leur avait montré qu'une femme de 71 ans pouvait encore surprendre le monde. « Vous croyez que c'est possible ?» lui avais-je demandé. « Que nos enfants finissent par nous admirer au lieu de nous plaindre ?» Henri, m'avait-elle dit en posant sa main sur mon bras, nos enfants nous aiment, mais ils nous aiment comme ils pensent qu'on doit être aimé, fragile, dépendant, prévisible. Il faut leur montrer qu'on peut être aimé autrement, fort, indépendant, surprenant. Nous avons passé 4 jours ensemble à Sydney. Margaret connaissait la ville comme sa poche et m'a fait découvrir des endroits que jamais un touriste classique ne voit. Le marché aux poissons de Pyrmont, où les pêcheurs vendent leurs prises du jour, les jardins botaniques, où elle connaissait le nom de toutes les plantes, Bondi Beach, où nous avons pris un cours de surf, oui, de surf, à 71 et 74 ans. Ce cours de surf restera un des moments les plus fous de ma vie. Debout sur la planche, les cheveux blancs au vent, essayant de garder l'équilibre sur une vague. Je suis tombé au moins 20 fois, j'ai bu la tasse, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours.
mais j'ai surfé. Henri Dubois, 74 ans, ancien charpentier vaudois, a surfé sur les vagues de l'océan Pacifique. Le moniteur, un jeune homme de 25 ans appelé Jake, n'en revenait pas. Mate, you're 74 and you're surfing. My grandfather is 75 and he can barely walk to the mailbox. Margaret, elle, a réussi à tenir debout sur sa planche dès le 3e essai. Question d'équilibre, m'avait-elle dit avec un clin d'œil. 40 ans d'infirmière, ça apprend à garder les pieds sur terre ou sur la planche. Le soir, épuisé mais heureux, nous avons dîné dans un petit restaurant de fruits de mer face à la mer. Margaret m'a parlé de ses projets, la Patagonie l'année suivante, puis peut-être l'Islande. Et vous, Henri, après votre tour du monde, vous allez faire quoi? C'était une question que je me posais aussi. Qu'est-ce que je ferais en rentrant en Suisse? Retourner dans ma grande maison vide? Reprendre ma routine de veuf solitaire? Je ne sais pas encore, avais-je avoué. Mais une chose est sûre, je ne redeviendrai pas l'homme que j'étais avant de partir. Good on you, avait dit Margaret. L'important, c'est de ne pas laisser les autres décider de qui on est. En nous séparant à l'aéroport, elle repartait pour Melbourne, moi pour la Nouvelle-Zélande. Margaret m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Henri, quand vous rentrerez chez vous, vos proches vont essayer de vous remettre dans votre ancienne case. Papa est revenu de son petit voyage. Maintenant, il va redevenir raisonnable. Ne les laissez pas faire. Continuez à les surprendre. La Nouvelle-Zélande a été un émerveillement constant. Les paysages du Seigneur des Anneaux grandeur nature, les fjords de Milford Sound, les geysers de Rotorua. Mais surtout, la mentalité des Néo-Zélandais. Cette philosophie du « no worries » qui m'a fait du bien. À Queenstown, j'ai même fait du saut à l'élastique. À 74 ans. Le plus petit saut, certes, mais quand même 43 mètres de chute libre au-dessus de la rivière Kawarau. Quand j'ai dit mon âge à l'équipe d'AJ Hackett, ils ont d'abord refusé. Puis, voyant ma détermination et après vérification médicale, ils ont accepté. « You're officially our oldest jumper this year », m'avait dit le responsable en me remettant mon certificat. En me jetant dans le vide, j'ai crié comme un adolescent. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'adrénaline pure, cette sensation d'être intensément vivant. En remontant, je tremblais encore d'émotion. C'est ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel à Queenstown, que j'ai reçu un appel de Philippe. Pas un SMS, un vrai appel. « Papa, papa, c'est toi ?» Sa voix était différente. Inquiète, mais aussi respectueuse. « Oui, Philippe, c'est moi. »« Papa, où es-tu exactement ?»« En Nouvelle-Zélande. »« Pourquoi ?» Il y a eu un silence. Puis, « Papa, j'ai reçu des photos. »« Des photos ?»« Sophie, la jeune femme que tu as rencontrée en Thaïlande. Elle a retrouvé mes coordonnées je ne sais comment, et elle m'a envoyé des photos de vous deux. Papa, on te voit faire de la randonnée en montagne, manger avec des baguettes, sourire. Je ne t'avais pas vu sourire comme ça depuis la mort de maman. Sophie. Cette adorable Sophie avait pensé à envoyer des photos à Philippe. Elle avait dû comprendre, avec sa perspicacité de jeune femme, que mon fils avait besoin de voir qui j'étais devenu. Philippe. Papa, écoute-moi, j'ai été nul avec toi. Ces mots que je t'ai dit sur l'obligation, je ne les pensais pas vraiment. J'étais stressé, fatigué et... Philippe, arrête. Non, laisse-moi finir. Papa, je suis fier de toi. À 74 ans, tu fais ce que moi, à 45 ans, je n'ose même pas rêver. Tu voyages seul, tu découvres le monde. Mes collègues à la banque n'en reviennent pas quand je leur raconte. Ces mots que j'avais tant attendus, mais curieusement, ils ne me faisaient plus le même effet qu'avant. Ce n'était plus la validation dont j'avais désespérément besoin. C'était juste agréable à entendre. Merci Philippe, ça me fait plaisir. Papa, quand tu rentres, dans 4 mois, j'ai encore l'Amérique et l'Afrique à voir. Papa, la résidence, on oublie, d'accord? Tu gardes ta maison. Et si tu veux, quand tu rentres, on pourrait peut-être voyager ensemble un week-end, tous les deux. J'ai souri. Mon fils était en train de grandir, à 45 ans. Avec plaisir, Philippe.
Avec grand plaisir. Mes chers amis qui m'écoutez, je sens que beaucoup d'entre vous vivent des situations similaires avec vos propres enfants. Cette distance qui s'installe, cette impression qu'ils nous voient comme des fardeaux plutôt que comme des personnes. Je veux vous dire quelque chose d'important. Parfois, pour que nos relations changent, il faut que nous changions d'abord. Nos enfants ont pris l'habitude de nous voir d'une certaine façon. Il faut leur montrer qu'on peut être différent. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre relation avec vos enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils découvrent sur vous? Parce que, croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour surprendre ceux qu'on aime. Et si cette histoire vous touche, si elle vous donne des idées ou de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la partager. Nous, les seniors, on a besoin de se raconter nos victoires, nos découvertes, nos renaissances. On a besoin de se rappeler qu'on a encore tant de choses à accomplir. Les 4 derniers mois de mon voyage ont filé comme un rêve éveillé. L'Amérique m'a ébloui avec ses contrastes. La frénésie de New York, où j'ai assisté à un spectacle de Broadway, les grands espaces du Montana, où j'ai fait du cheval pour la première fois de ma vie, les plages de Californie où j'ai appris le yoga sur la plage de Malibu, avec des jeunes de 20 ans qui n'en revenaient pas de ma souplesse retrouvée. En Argentine, j'ai dansé le tango à Buenos Aires, mal, mais avec passion. Au Chili, j'ai visité les vignobles de la vallée de Colchagua et découvert que mon palais de vigneron vaudois n'était pas si mauvais. Au Pérou, j'ai gravi le Machu Picchu, un exploit que je n'aurais jamais cru possible à mon âge. L'Afrique du Sud m'a offert ses safaris où j'ai vu des lions en liberté, et l'Égypte ses pyramides qui m'ont fait pleurer d'émotion. Partout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai découvert des saveurs, des musiques, des façons de vivre qui ont enrichi mon âme de vieillard européen. Mais c'est en Grèce, à Santorin, quelques semaines avant mon retour, que j'ai vécu le moment le plus important de tout mon voyage. J'étais assis sur la terrasse de ma pension, face au coucher de soleil sur la mer Égée, quand j'ai reçu un appel vidéo de Philippe. Pas un simple appel, une vidéo. Sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu son visage, mais aussi ceux de Sandrine et de mes petits-enfants, Emma et Lucas. « Grand-papa Henri », avait crié Emma, maintenant âgée de 9 ans. « Papa nous a montré tes photos. Tu es vraiment monté sur un éléphant en Thaïlande. »« Oui, ma chérie, c'est vrai. Et tu as fait du surf ?» avait ajouté Lucas, 6 ans, les yeux brillants d'admiration. « Aussi. Et j'ai même sauté à l'élastique. » Les enfants avaient poussé des cris d'excitation. Philippe souriait, un sourire que je ne lui avais pas vu depuis ses 20 ans. « Papa, avait-il dit, les enfants n'arrêtent pas de parler de leur grand-père aventurier. Tu es devenu leur héros. » Sandrine, qui m'avait à peine adressé la parole ces dernières années, s'était approchée de l'écran. « Henri, je vous dois des excuses. J'ai toujours pensé que vous étiez juste un vieil homme qui s'ennuyait. Je ne savais pas que vous étiez si... » « Si quoi, Sandrine ? » ?»« Si vivant, si courageux, mes amis n'en reviennent pas quand je leur raconte vos aventures. Elles disent qu'elles aimeraient avoir votre énergie. Cette conversation m'a fait chaud au cœur, mais elle m'a aussi fait réaliser quelque chose d'important. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour être heureux. C'était formidable de l'avoir, mais ce n'était plus vital. J'avais appris à exister par moi-même. Le voyage de retour vers la Suisse a été étrange. Dans l'avion qui me ramenait de Rome vers Genève, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. 10 mois avaient passé, 10 mois qui avaient changé ma vie. Mais la Suisse, elle, avait-elle changé? Philippe et toute sa famille m'attendaient à l'aéroport. Quand je suis sorti de la zone d'arrivée, bronzé, amaigri mais en pleine forme, avec mon sac à dos de routard, Emma s'est précipitée dans mes bras. « Grand-papa, tu nous as tellement manqué. Raconte-nous tout. » Philippe s'est approché, hésitant. Puis il m'a serré dans ses bras, fort, longtemps. « Papa, bon retour à la maison. »« Merci, mon fils. » Sandrine m'a embrassé sur les joues, chaleureusement cette fois. Lucas me tenait la main en sautillant d'excitation.
Sur le chemin du retour, les enfants n'ont pas arrêté de me poser des questions. Philippe conduisait en silence, mais je le voyais me regarder dans le rétroviseur avec un mélange de curiosité et de respect. En arrivant devant ma maison de Montreux, j'ai eu un choc. Le jardin était parfaitement entretenu, la façade avait été refaite, les volets repeints. Philippe avait garé la voiture et était venu ouvrir ma portière. « Surprise, papa, on a voulu que tu retrouves ta maison en parfait état. »« Philippe, vous avez fait tout ça ?» Sandrine et moi, on s'est dit que tu méritais de retrouver ta maison belle. Et puis, on espérait que tu accepterais qu'on vienne dîner de temps en temps, pour que tu nous racontes tes voyages. En entrant dans ma maison, j'ai retrouvé l'odeur familière de l'encaustique et de la lavande que Marguerite utilisait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent. La maison avait été aérée, éclairée, vivifiée. Elle n'était plus le musée poussiéreux que j'avais quitté, mais un foyer prêt à accueillir de nouveau la vie. Sur la table de la cuisine, il y avait un bouquet de fleurs fraîches et une enveloppe avec mon nom dessus. À l'intérieur, une lettre de Philippe. « Papa, pendant ton absence, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je t'avais dit, à la façon dont je te traitais, à l'homme que tu es vraiment. J'ai réalisé que j'avais peur. Peur de te voir vieillir parce que ça me rappelait ma propre mortalité. Peur de prendre soin de toi parce que je ne savais pas comment faire. Peur de t'aimer comme tu le méritais parce que je ne me sentais pas à la hauteur de l'amour que tu m'avais donné. Mais ton voyage m'a ouvert les yeux. Tu n'es pas un vieil homme dont il faut s'occuper. Tu es mon père, un homme remarquable qui continue à me surprendre et à m'inspirer. Maintenant, je veux apprendre de toi. Je veux que tu me racontes tes voyages, tes découvertes, tes projets. Je veux que mes enfants grandissent en connaissant vraiment leur grand-père, pas l'image que je m'en faisais. Bienvenue à la maison, papa. Ta vraie maison, où tu seras toujours le bienvenu, où tu seras toujours aimé et où tu seras toujours libre. Ton fils qui t'aime, Philippe. » En lisant cette lettre, j'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie, de soulagement, de réconciliation. Le soir même, toute la famille est restée dîner. J'ai cuisiné un curry thaï que j'avais appris à Chiang Mai et j'ai raconté mes aventures. Les enfants étaient fascinés. Sandrine posait 1000 questions. Philippe me regardait avec des yeux émerveillés. « Papa, » m'avait dit Philippe en partant, « la semaine prochaine, c'est le week-end prolongé de l'Ascension. Ça te dit qu'on parte tous ensemble, peut-être en Italie? Tu pourrais nous faire visiter Rome avec tes yeux de voyageur? » Avec grand plaisir. Mais cette fois, c'est moi qui organise le voyage. Aujourd'hui, 6 mois après mon retour, ma vie a complètement changé. Philippe et sa famille viennent dîner tous les dimanches. Mes petits-enfants passent souvent leur mercredi chez moi et je leur apprends à cuisiner des plats du monde entier. J'ai transformé une chambre de ma maison en bureau de voyage personnel. Les murs sont couverts de cartes, de photos, de souvenirs rapportés de mes 10 mois d'aventure. Et surtout, j'y prépare mes prochains voyages. Car oui, je repars. Dans 3 mois, direction l'Islande avec Margaret, mon amie australienne, qui tient sa promesse. Nous avons gardé contact et décidé de voyager ensemble. À nos âges, l'amitié est un trésor rare. J'ai aussi créé un blog, Les Aventures d'Henri, voyager après 70 ans. Il a déjà plus de 5000 abonnés, des seniors du monde entier qui partagent leurs propres aventures tardives. Je reçois des dizaines de messages chaque semaine de personnes qui me remercient de leur avoir donné le courage de partir. La semaine dernière, j'ai reçu un message particulièrement touchant d'un homme de 78 ans de Genève. « Monsieur Dubois, grâce à votre exemple, j'ai décidé de partir au Japon. Mes enfants pensaient que j'étais devenu fou. Maintenant, ils me demandent de leur rapporter des souvenirs. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard. Mais le plus beau cadeau, c'est Philippe. Mon fils est devenu mon ami. Il me demande conseil, partage ses doutes, ses projets. La semaine dernière, il m'a même dit « Papa, quand je serai à la retraite, j'aimerais voyager comme toi. Tu m'apprendras ?» Et mes petits-enfants. Emma veut devenir exploratrice et Lucas rêve de faire le tour du monde en bateau.
Ils me voient non plus comme le grand-père triste du lac Léman, mais comme l'aventurier qui leur a montré que la vie est pleine de possibilités. Ce matin, en me réveillant face au lac, j'ai repensé à cette soirée terrible de novembre où Philippe m'avait dit qu'il s'occupait de moi par obligation. Ces mots qui m'avaient brisé le cœur ont finalement été le déclencheur de la plus belle période de ma vie. À 75 ans aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus le veuf résigné qui attendait la mort dans son fauteuil. Je suis Henri Dubois, voyageur, aventurier, grand-père cool, blogueur, citoyen du monde. Et surtout, je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie. Mon conseil à tous ceux qui m'écoutent: n'attendez pas que vos enfants vous donnent la permission de vivre. N'attendez pas que les autres vous voient comme vous voulez être vus. Prenez votre vie en main. Surprenez-vous. Surprenez le monde. À 70, 80, 90 ans, on peut encore écrire les plus beaux chapitres de notre histoire. Il suffit d'avoir le courage de tourner la page. Moi, Henri Dubois, à 75 ans, je commence à peine à vivre. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Voilà mon histoire, mes chers amis. L'histoire d'un homme qui a transformé la pire blessure de sa vie en plus belle aventure. J'espère qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera envie de partir, de rêver, de vivre pleinement vos dernières décennies. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire. Racontez-moi vos propres rêves, vos propres projets. Nous, les seniors, nous devons nous entraider, nous encourager, nous rappeler que la vie ne s'arrête pas à la retraite. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui se sent seul, inutile, invisible, partagez-la. Car ensemble, nous pouvons changer le regard que la société porte sur nous. Nous pouvons montrer que vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est continuer à grandir. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire partie de cette belle communauté de seniors qui refusent de se laisser enterrer vivants. À bientôt pour de nouvelles aventures. Henri.